sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du film Scream, donc le film d'horreur, attention aux âmes sensibles, et on va aussi parler en fait du véritable fait réel qui a inspiré ce film. Alors pour vous donner une brève introduction du film Scream, il faut savoir que Scream en fait c'est une saga composée de 4 films. Moi personnellement j'ai vu le premier, vraiment j'ai adoré le premier, c'est un de mes films préférés. J'ai vu le deuxième aussi qui est vraiment pas mal, franchement j'ai bien apprécié. J'ai vu le troisième que j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment, je crois, arrêté d'être à fond dedans à partir du troisième, j'ai pas trop aimé. Et le quatrième, j'ai même pas pris la peine de le regarder. Peut-être que c'est un tort, peut-être que vous l'avez vu, donc vous pourriez me dire si vous l'avez vu, mais moi en tout cas je l'ai pas regardé. Il faut savoir aussi qu'il y a une série Scream sur Netflix que j'ai aussi regardé. J'ai pas tout regardé la série parce que je trouvais en fait que, franchement les premiers épisodes j'ai grave aimé, mais par la suite je trouvais que c'était un petit peu trop mou. Enfin que ouais, c'était un peu mou, c'était un peu trop étendu. Je trouve que ce genre d'histoire c'est bien sur des films, mais que par rapport à une série c'est il y a peut-être pas assez d'action quoi, c'est un peu toujours la même histoire redondante qui revient. Donc voilà, c'est mon avis personnel, après chacun le sien, il y a pas de souci. Enfin, si vous avez tout aimé dont la série, dites-le moi, ça m'intéresserait de savoir. Donc du coup, pour vous faire un petit peu un bref récapitulatif du premier Scream, donc c'est un film qui a été réalisé en 1996 par le réalisateur Wes Craven. Alors ce film vraiment, il met en scène des acteurs cultes des années 1990. On peut y retrouver Neve Campbell qui a vraiment le rôle principal du film. On peut aussi y retrouver Courtney Cox et Rose McGowan que personnellement j'adore, la fille qui joue dans Charme, et aussi Drew Barrymore qui a la scène culte en fait du début, la scène pilote avec ce fameux téléphone. Hello? Hello? Yes? Who is this? Alors pour vous donner un bref synopsis en fait de Scream, ça va pas du tout être un spoiler par contre, enfin si vous voulez le regarder que vous l'avez pas encore vu, vous pouvez rester, ça va pas vous spoiler vraiment l'histoire, c'est vraiment juste le résumé. En fait Scream, ça va se passer dans la petite ville de Woodsboro aux États-Unis, et donc du coup en fait on va suivre la vie de Sidney Prescott qui est le personnage principal et de ses amis, sa petite bande d'amis avec son petit copain, blablabla. Et donc du coup en fait il va commencer à avoir des crimes dans cette petite ville de Woodsboro, et ça va être vraiment autour du cercle d'amis de Sidney. Et donc ça va être fait par un slasher en fait, le tueur en série ça va être un slasher, vous savez ce personnage qui a sa grande cape noire avec le masque blanc, les yeux noirs et tout, qui fait super peur. Enfin, moi personnellement il me fait peur. Et donc du coup il va commencer à tuer des gens, et en fait son mode opératoire ça va être d'appeler et puis après de procéder au massacre. Donc du coup, on peut, enfin voilà quoi, dans la petite ville de Woodsboro, il y aura vraiment un environnement de psychose parce que tout le monde va avoir peur d'être tué, tout le monde va se demander qui est le tueur. Et donc voilà, donc ça va être ça. Du coup, il faut savoir que Scream il a été inspiré par les meurtres du tueur en série qui s'appelle Daniel Harold Rawling ou Danny Rawling. Alors, Danny Rawling, c'est un homme qui est né le 26 mai 1954 dans la petite ville de Shreveport en Louisiane, aux États-Unis. Alors, je vais vous raconter un petit peu sa vie pour vous mettre un peu dans le contexte de la vie de Danny. Il faut savoir que Danny, il a eu une enfance terrible, il a vraiment pas bien commencé sa vie. Et on peut voir aussi que c'est vraiment quelque chose qui est assez redondant dans les tueurs en série. C'est vrai que ça arrive très souvent que quand on fouille un peu dans le passé de ces hommes, on remarque qu'en fait ils ont eu vraiment un passé très difficile, une enfance assez chaotique. Après bien sûr c'est pas du tout une excuse et c'est pas non plus une cause à effet, je veux dire c'est pas parce que vous avez une enfance difficile que forcément vous allez vous mettre à tuer des gens, enfin voilà quoi, mais c'est vrai que c'est très souvent ce qui se passe, enfin, si on fouille dans leur passé, on voit très souvent qu'ils ont eu vraiment une enfance très difficile. Alors pour vous parler un peu de son enfance, donc du coup Danny, il est né à Shreveport en Louisiane aux États-Unis. Il est né dans une petite maison avec son père James, sa maman Claudia et son frère Kevin. Alors il faut savoir que son père James, c'était un officier de police qui était un personnage très violent. Il était violent physiquement, il était violent psychologiquement, moralement, enfin tout ce que vous voulez. C'était un homme très dur qui en fait abusait un peu de son statut, vous savez, de policier. Il abusait un peu du pouvoir un peu que ça dégageait, surtout à l'époque. Et donc du coup, il a commencé
à s'en prendre à Danny. Donc il faut savoir que ça a commencé vraiment très tôt. Par exemple à ses 1 an, vous savez quand les bébés vers 1 an ils commencent à ramper un peu, enfin pour essayer de marcher quoi, le début du commencement de marcher c'est ramper. Et en fait il a commencé à le taper régulièrement parce qu'il n'avait pas la façon dont il rampait. Mais c'est fou quand même, enfin vous imaginez un bébé, enfin il n'y a pas une façon de ramper en fait, elles sont toutes mignonnes, enfin c'est un truc de fou. Et il a aussi, donc il faisait un truc aussi son père, c'est quand Danny faisait des bêtises, qu'il faisait des petits trucs, enfin je sais pas moi, comme tous les enfants peuvent faire des bêtises, voler une sucette, enfin ça c'est peut-être arrivé à tout le monde, je sais pas. Et ben et en fait il le tabassait, il le menottait au sol et il appelait la police de son comté pour qu'ils viennent l'arrêter, alors que c'est son fils et qu'en plus c'était un policier. Enfin c'était vraiment pour l'humilier en fait, c'est super dur je trouve, c'est horrible. Et dernière chose à noter, enfin je pense qu'il y en a plein mais une des choses qui m'ont choquée, c'est qu'en fait il a beau faire un show à son fils et en fait ce petit show, son père faisait que le tabasser et en fait il est mort dans les bras de Danny, donc ça l'a vraiment traumatisé, enfin vous imaginez. Moi personnellement j'ai eu plein d'animaux, j'ai eu des chiens, des chats, des hamsters, des rats, enfin tous les animaux de la terre, et si quelqu'un de ma famille les violentait au point qu'il meurt dans mes bras, enfin j'aurais été choquée, vraiment j'aurais été traumatisée. Enfin bref, donc voilà, donc on voit déjà qu'il a une enfance vraiment très très dure. Après du côté de sa mère, donc Claudia, c'est pas mieux, sa mère est vraiment en dépression, je pense clairement par la situation, un mari très violent qui s'en prenait à elle, à ses enfants, et en fait il faisait beaucoup de va-et-vient, donc c'est vraiment pas un environnement stable, parce que vraiment une fois il partait de la maison avec sa mère parce qu'elle en pouvait plus, elle voulait essayer de protéger ses enfants, donc elle partait, elle essayait de faire des petits bagages et de partir, mais elle finissait toujours par revenir parce que je pense qu'ils avaient pas en fait les moyens de s'entretenir pendant longtemps sans le père, et que peut-être aussi qu'elle aimait en fait son père, donc je pense que c'était un peu une situation compliquée et qu'elle finissait toujours en tout cas par revenir chez elle et revenir auprès de ce mari violent et de ce père violent aussi. Et donc il y a une scène aussi qui a vraiment traumatisé Danny, apparemment ça a été un moment sa mère il y a une énorme dispute avec son père et en fait elle s'est tranché les veines et en fait Danny a vu ça, donc vous imaginez, enfin sa propre mère, ça a dû être horrible. Du coup il a été vraiment traumatisé par cette scène et puis c'est aussi à ce moment qu'il a vraiment commencé à s'interposer à son père, à lui dire arrête de faire ça, arrête de taper maman ou je ne sais quoi, et puis en fait son père il s'en est pris encore plus à lui. Donc voilà, vous voyez un peu l'atmosphère pendant l'enfance, donc ce qui a aussi bien sûr conduit Danny à avoir de très mauvaises notes en classe. Il a été vraiment diagnostiqué comme un élève à tendance violente et à avoir un comportement très impulsif et à avoir un complexe d'infériorité en fait par rapport à ses camarades. Après, pas de rapport à son adolescence, donc ça s'est vraiment pas arrangé. Il a commencé à avoir des problèmes d'alcoolisme, donc il arrivait à voler de l'alcool ou à s'en procurer, je sais pas trop comment, parce que normalement il me semble que l'alcool c'est un petit peu compliqué d'en avoir quand on est mineur quoi. Mais il arrivait à en avoir, il est tombé dans l'alcoolisme, il a commencé à faire des petits crimes aussi, des vols ou des petits cambriolages. Il a aussi été accusé de voyeurisme, donc c'est-à-dire qu'il se cachait en fait dans des magasins, vous savez, où il y a des cabines d'essayage, et il observait les femmes se déshabiller, donc il a été aussi arrêté pour ça pendant son adolescence. Après, à l'âge adulte, il a eu des problèmes en société, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à garder un travail. Ça peut vraiment être un signal, quand on n'arrive pas à se stabiliser en société, à garder un travail, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon signe en général. Il n'arrivait pas à trouver un travail et aussi à le garder, à aller au travail, dans cette continuité. Le seul travail notable qu'il a eu, c'était en tant que serveur dans un petit restaurant de sa ville qui s'appelait le Pancho. On a remarqué qu'il y est resté assez longtemps, je sais pas exactement combien de temps, mais bon, au final, il a quitté ce travail. On sait aussi qu'il a été fiancé à Sandra Landon. Donc Sandra Landon, c'est une écrivaine aujourd'hui qui écrit des romans policiers. Et en fait, cette femme, elle a vraiment pas eu de chance parce qu'elle a été fiancée 2 fois à des tueurs en série. Donc une fois à lui et une fois à un autre. Enfin, c'est un truc de fou. Maintenant, on va passer aux crimes qui ont inspiré Scream. Alors, il faut savoir que Danny Rowling, il a commis pas mal de crimes, mais moi, je vais vraiment me focus sur une série de crimes pour vraiment se concentrer sur ce qui a inspiré Scream et pas sur tous les crimes qu'il a pu faire. Du coup, ça s'est passé dans les années 1990 à Gainesville, qui est une petite ville de Floride. Donc Danny, il s'en est vraiment pris en fait à des gens très jeunes qui allaient à l'université, et en fait ces crimes se sont produits dans les résidences de l'université. Donc vous savez, dans les facs, il y a toujours des petites résidences, des apparts, plein de trucs comme ça, et puis vraiment il a commis ses crimes dans ces résidences. Son premier crime, il s'est passé le 24 août 1990. Ses premières victimes étaient Sonia Jane Larson et Christina Powell. C'était 2 colocataires de 17 ans.
En fait, Danny s'est introduit dans leur petit appartement donc de résidence et il a vu Christina qui dormait sur le canapé en bas. Donc il a commencé à marcher dans le salon, il a vu Christina qui dormait, il s'est penché sur elle apparemment, mais en fait il lui a rien fait. Donc il est allé à l'étage après et là il a vu Sonia qui dormait aussi, sauf que elle, ben, il a tué en fait, enfin il s'en est pris à elle. Donc son mode opératoire à Danny c'était vraiment de bâillonner les victimes, de les attacher et en fait de les poignarder à mort dans le dos. Donc du coup il a fait ça à Sonia, il est redescendu, Christina était toujours endormie sur le canapé et en fait il lui a fait la même chose. Il l'a bâillonnée pour pas qu'elle puisse crier, il l'a attachée dans le dos, il l'a poignardée à mort et aussi elle, il l'a violée, encore pire. Et après, une fois que les meurtres ont été finis, il a pris en fait les cadavres et les a mis dans des positions sexuelles, enfin il faisait une mise en scène en fait. Et il a aussi pris une douche chez les filles avant de partir. Enfin c'est un truc de fou, genre pas de stress quoi, il a bien de faire un meurtre, en plus c'était ses premiers et puis il part quoi, enfin il part même pas directement, il prend une douche, enfin il avait vraiment pas peur de se faire prendre quoi. Et donc du coup, donc voilà, donc ça c'était les premiers meurtres. Après, le deuxième meurtre, il se passe juste un jour après, le 25 août 1990, chez Krista Late-Haight, de 18 ans. Alors, il est rentré chez Krista, qui habitait aussi dans la résidence. Elle avait une fenêtre, vous savez, coulissante en vitre dans son salon. Il a réussi à bidouiller la fenêtre pour pouvoir l'ouvrir, en fait, donc il est rentré. Et heureusement, au début, Krista n'était pas là. Elle était pas chez elle, quoi. Et donc, du coup, il a attendu dans son salon jusqu'à qu'elle rentre. Et la pauvre est rentrée. Et donc, du coup, même mode opératoire que pour les filles de son premier meurtre. Il l'a bâillonné, il l'a attaché, il l'a violé et il l'a tué, poignardé à mort. Du coup, elle, c'est encore pire à la fin parce que en fait, il lui a tranché la tête et en fait, il a mis sa tête sur une étagère qui était juste en face de son lit, donc juste en face de son cadavre. Et après, il a fait des poses successives avec le cadavre, vraiment terrible. À ce moment-là, il faut savoir que c'est dans la petite ville de Gainesville, c'est vraiment la psychose. Enfin, vraiment, tout le monde a peur. Ils sont au courant que ces 3 filles sont mortes. Et vraiment, tout le monde se demande qui c'est, quoi. Enfin, je pense que les gens ont peur aussi d'être les prochaines victimes. Et ouais, les gens ne se font plus confiance entre eux. Ils se disent, ouais, ça se trouve, c'est lui le tueur, ça se trouve, c'est elle la tueuse. Enfin, vraiment, tout le monde a peur. Il y a vraiment une énorme atmosphère de psychose qui se met en place à ce moment-là. Et Danny, il va réopérer le 27 août 1990, donc 2 jours après son dernier meurtre. Donc cette fois, il va dans la colocation de Tracy Inez Paules et de Manny Taboada. Donc c'était une fille et un garçon et de 23 ans cette fois. Et donc du coup il va chez eux, il entre en effraction, il s'en prend directement à Manny, il le tue en le poignardant. Et en fait Tracy à l'étage qui est dans sa chambre, elle entend ces bruits de lutte, donc elle décide de descendre pour voir ce qui se passe. Et là donc elle voit Manny mort, Danny dans la chambre et donc il décide de s'en prendre à elle. Donc là il lui fait la même chose qu'aux filles. Bâillonnement, il les attache, il la poignarde à mort, il la viole aussi. Et après, il commence à de nouveau jouer avec son corps, à la mettre dans des positions sexuelles très subjectives et tout. Et puis, on remarque là par contre que le corps de Manny ne le touche pas. On dirait vraiment en fait qu'il a voulu éliminer le mec pour pouvoir mieux s'en prendre à la fille. Et après, il a fait tous ces trucs bizarres sur le corps de la fille, mais pas Manny, quoi. Il l'a laissé tranquille. Dans ces meurtres, on peut vraiment remarquer qu'il y a vraiment le même mode opératoire. C'est toujours se poignarder au couteau à mort, c'est toujours, très souvent des viols, c'est toujours qu'il les bâillonne, qu'il les attache. On peut remarquer aussi la mise en scène qu'il fait, de jouer avec les cadavres après les avoir tués, ce qui est terrible. Et on remarque aussi la violence des meurtres. Poignarder au couteau quelqu'un, c'est jusqu'à que mort s'en suive, c'est vraiment très violent, quoi. C'est horrible. On remarque aussi qu'en fait, les victimes, elles ont le même profil. Ce sont des filles qui sont brunes, à peau blanche et aux yeux bruns. Donc il a vraiment ce style en fait de fille qui l'assassine. Il a toujours pris des filles qui se ressemblaient physiquement. Donc la police, voilà, ils recherchent le suspect ardemment, ils essayent de trouver qui a pu faire ça. Et il y a 2 hommes qui ont été suspectés avant de savoir que c'était Danny Rowling le meurtrier. Le premier suspect a été Edward Lewis Humphrey, de 18 ans, qui en fait est un homme qui avait une maladie mentale et aussi qui a eu un accident. Et cet accident, en fait, il a eu plein de balafres sur le visage. Donc je pense que c'était un peu... C'était un petit peu quelque chose pour la police, peut-être qu'ils se disaient, quelqu'un qui ressemble pas aux critères de beauté, c'est-à-dire qu'il a des balafres partout, il fait un peu peur, donc peut-être qu'ils l'ont un peu accusé par rapport à ça aussi, vu qu'en plus il avait des problèmes mentaux, qu'ils se sont dit ouais ça se trouve il sait pas ce qu'il faisait et tout, mais au final pas du tout, le pauvre il a absolument rien fait. La deuxième personne qui a été accusée, qui a été soupçonnée, ça a été Brendan Curry, un autre mec de la ville mais qui n'a rien fait non plus. Du coup ils ont continué à chercher et en fait le 7 septembre 1990 ils ont procédé
procédé à l'arrestation de Danny. En fait, ils ont remarqué, ils ont vraiment inspecté les lieux des meurtres et ils ont vu pas mal de marques, d'outils. Enfin, ils ont commencé à faire des liens entre tout ça. Et en fait, ils ont vu qu'à côté des résidences où s'étaient passés tous les meurtres, il y avait un petit campement. Et en fait, c'était le campement où résidait Danny, donc ce qui n'est pas très intelligent de rester juste à côté de l'endroit où il a fait ses crimes. Dans ce campement, ils l'ont fouillé, ils ont retrouvé des enregistrements vocaux où ils entendaient en fait Danny qui parlait des meurtres. Et donc du coup, on ne sait pas si c'est des appels téléphoniques ou des messages, mais clairement, ça a été une preuve de malade, quoi. Donc du coup, ils l'ont arrêté. Alors, le procès, il a eu lieu 4 ans après les meurtres. Danny a été traduit en justice devant le procureur du comté d'Alachua. Danny, il a plaidé coupable de tous ces meurtres et il a été condamné à la peine de mort le 20 avril 1994 par injection létale. Vous savez, c'est quand ils injectent quelque chose qui va faire arrêter votre cœur. Cette injection létale, elle a eu lieu le 25 octobre 2006 et Danny, en fait, jusqu'au bout, il a eu absolument aucun remords. Il a jamais émis aucun regret sur ce qui s'était passé, sur ce qu'il avait pu faire à ces personnes. Du coup, cette partie, ça va être un spoiler. Donc si vous comptez voir le film, arrêtez-vous là parce que vous allez vous faire spoiler. Une des premières différences, c'est qu'on peut voir que dans le film, le tueur fait partie du cercle d'amis de Sidney, donc qui est le personnage principal du film, c'est son petit copain, et qui en plus est accompagné de son meilleur ami, donc c'est les deux tueurs. Dans la vraie vie, on peut voir que Danny, il connaissait absolument pas ses victimes, c'est limite du hasard, peut-être qu'il les avait aperçus, mais il avait rien à voir avec eux. La première différence. La deuxième différence, c'est le mobile du tueur. Dans le film, en fait, en gros, Billy, il tue parce que, en fait, alors, c'est un petit peu compliqué. La mère de Sidney, elle a trompé le père de Sidney avec le père de Billy. Et donc, du coup, le père de Billy a quitté la mère de Billy pour la mère de Sidney. Donc en fait, la mère de Sidney et le père de Billy sont partis ensemble, ce qui a provoqué la dépression de la mère de Billy. Et en fait, apparemment, Billy il a eu une vie pourrie à cause de ça. Et du coup, il s'en est pris à Sidney, ce qui est très logique. Enfin, voilà. Bref. Et du coup, dans la vraie vie, Danny, il a fait ça en fait parce qu'il voulait être une superstar comme Ted Bundy. Ted Bundy, c'est un autre tueur en série. J'aimerais bien faire une vidéo sur lui d'ailleurs. Mais voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment ce besoin d'être reconnu et d'être célèbre. Après, une autre différence, c'est que dans le film, ils sont deux. Comme je l'ai dit auparavant, il y a Billy et Stuart et en fait, ils font les meurtres à deux. Souvent, il y en a un qui appelle et l'autre qui va tuer. Alors que dans la vraie vie, Danny, il s'occupait de tout seul, quoi. Et qu'il n'y avait pas tous ces trucs d'appel et tout, il était tout seul, il allait juste tuer les gens chez eux. Maintenant, on va passer aux similarités. Alors, la première similarité, il faut savoir que c'est la série de meurtres. Donc autant dans le film que dans la vie réelle, il n'y a pas du tout eu juste un meurtre, ça a vraiment été une série en fait. Danny, il a tué plusieurs personnes et dans le film, si vous l'avez vu, vous savez que c'est plusieurs personnes, plusieurs amis qui sont tués à la chaîne. Après, la deuxième similarité, ça va être l'âge des victimes. Dans la vraie vie, on a vu que Danny s'en prenait à des gens qui étaient à l'université, à l'université de Floride, dans des résidences. Et dans le film, en fait, c'est des lycéens, donc c'est à peu près le même âge, quoi. C'est entre 15 et 20 ans. Donc ça, c'est une des autres similarités. La troisième, c'est le mode opératoire pour tuer. Il utilise toujours en fait ce gros couteau où il poignarde à mort les gens. Et notamment dans le Scream 2, il y a une scène en fait où il poignarde une des filles. Et donc c'est l'actrice Sarah Michelle Gellar que moi j'aime trop. Donc elle m'a vraiment marqué cette scène. Enfin, c'est super explicite en plus, vraiment. On le voit lui enfoncer le couteau dans le dos. Et franchement, moi ça m'a fait super peur en plus. J'étais petite quand j'ai vu ça. Enfin petite, j'étais plus jeune quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment le même mode opératoire. C'est vraiment cette grosse lame qui plante dans ses victimes. Donc voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo. Merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter ou à aussi à l'aimer si vous avez aimé. Et donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Dans tous les cas, j'en ferai encore beaucoup d'autres, enfin je pense. Donc merci beaucoup, au revoir.